Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un crime qui s'est passé en Suisse dans les années 70. C'est le pire crime qui a eu lieu sur le sol helvétique depuis la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, quand j'ai lu des articles, c'est comme ça qu'on le décrivait. Depuis, il y a eu en 2015 un autre crime où il y a eu 5 victimes à Rupperswil. Là, l'assassin est sous les verrous. C'est pas le cas dans notre affaire, vous le verrez. Les faits commencent comme ça, c'est une jeune fille d'une quinzaine d'années qui attend ses parents, née le dimanche de Pentecôte. Elle les attend parce qu'elle doit passer ce dimanche avec eux dans le cabanon familial, puisqu'en effet, ses parents Eugène et Elisa ont un cabanon dans lequel ils passent leur samedi après-midi et leur dimanche après-midi. Et en ce jour de fête, elle attend donc ses parents pour aller partager le repas de Pentecôte avec eux dans leur cabane de Zeven. Et ne les voyant pas arriver, elle va donc aller dans un café ou dans une cabine téléphonique plutôt pour essayer d'appeler à la maison, voir où ils sont. Personne ne répond à la maison, donc elle se dit ils sont sûrement en route. Elle retourne au point de rendez-vous et ne voyant toujours personne arriver, elle va faire appel à un ami en lui demandant est-ce que tu peux me conduire à Zeven, au cabanon de mes parents. Donc ils se rendent tous les deux avec la voiture de son ami à Seven et sur place, ils ne trouvent pas la voiture de ses parents et tout de suite ça semble un peu étrange, ils voient des taches brunâtres au sol, ils sont pas tout à fait tranquilles, alors ils vont chez les voisins et ils vont appeler la police. La police arrive sur place et va trouver très très vite le corps de Elsa, donc la femme de Gênes, sur la terrasse, enveloppée dans une couverture. Donc je fais juste une petite parenthèse pour vous dire qu'au cours de cette vidéo, je vais diffuser des images qui sont quand même assez choquantes avec les corps des victimes. Donc si vous êtes un petit peu sensible, laissez peut-être juste le son et enlevez l'image. En tout cas, quand la police arrive, elle trouve donc ce premier corps sur la terrasse, emballé dans une couverture. Arrivés dans le cabanon, donc ils doivent ils doivent forcer la porte parce que le cabanon est fermé et que on ne retrouve pas les clés. Arrivés à l'intérieur du cabanon, c'est un véritable massacre qu'ils vont retrouver. Ils vont retrouver 4 corps. Le corps d'Eugène, donc le mari d'Elsa, et Anna, pas du tout une jeune femme, mais une femme de 80 ans, qui est la sœur d'Eugène, et ses 2 fils, Max et Emmanuel, qui ont tous les deux une cinquantaine d'années. Autant vous dire que la police de Seven n'est pas du tout préparée à un tel crime. Ils n'ont jamais fait face à ça. Hein. Comme je disais, le pire crime qui a eu lieu sur le sol helvétique depuis la Seconde Guerre mondiale. En plus, c'est une région assez tranquille. C'est une région frontalière de 3 cantons suisses. Vraiment, ils n'ont pas l'habitude. Mais très vite, ils vont appeler des renforts. Un poste de commandement va être monté au bistrot du coin où un fax et un téléphone vont être mis à la disposition des enquêteurs. Les frontières vont, elles, être avisées, pas fermées, mais avisées, parce que vu que c'est une région près de Bâle, frontalière avec l'Allemagne et la France, les policiers ont peur que l'assassin prenne la fuite et passe la frontière très rapidement. Dans le même temps, enfin peu de temps après la découverte des corps, la police va se rendre à Bâle chez Robert Sigris, qui est le fils d'Eugène et Elisa, ou Elsa plutôt. Et en fait, ils ont donc une fille de 15 ans, celle qui est venue avec son ami en voiture, et Robert qui vit à Bâle. Robert, il est en train de manger, il est en train de partager le repas avec Anita, qui est son amie, et il voit y arriver de la police aux fenêtres. Et au début, ils se demandent un peu, ils ont presque même l'impression d'être attaqués, parce qu'en fait, les policiers sont vraiment presque surarmés, quoi. Donc, ils ne s'attendent pas du tout à ça, c'est pas du tout un policier qui vient vous demander des renseignements sur un vol éventuel, c'est vraiment ouais, une brigade, enfin pas une brigade, mais enfin la police qui intervient, quoi. Et donc ils viennent, ils les arrêtent et ils les mettent en garde à vue assez rapidement, donc Robert et son ami, et ils vont très vite procéder à un interrogatoire avec Robert en lui posant des questions sur ses parents, que font tes parents aujourd'hui, où ils sont, est-ce que tu avais prévu de les voir, enfin il lui pose vraiment plein de questions au sujet de ses parents, si bien qu'au bout d'un moment, Robert perd un petit peu patience et il leur dit, en fait, allez leur poser la question, ils sont à leur cabanon, à Seven,
posez-leur toutes ces questions, quoi. Pourquoi vous m'assaillez de questions? Et là, la police, toujours aussi froidement, va lui dire, eh ben, ton père et ta mère ont été assassinés, mais ça, tu le sais mieux que nous, puisque tu es l'assassin, c'est toi qui les as tués. Donc et là, ils vont de nouveau le presser de questions, sans aucune compassion, parce que bah, Robert, il vient d'apprendre qu'il est orphelin, finalement, qu'il a perdu son père et sa mère, et il se rend compte qu'il est seul, mais la police n'a vraiment aucune compassion pour lui. Ils vont, comme je l'ai dit, à nouveau le presser de questions, et au bout d'un moment, ils vont lui annoncer qu'en fait, sa tante Anna et Max, son cousin, ainsi que donc, le frère de Max, Emmanuel, font également partie des victimes. Donc Robert, il est juste choqué. Comme je dis, c'est une région tranquille. En plus, les meurtres, on a toujours un peu l'impression que ça arrive aux autres. Et là, vraiment, il est orphelin, il est choqué. Anita est donc son amie et elle aussi mise en garde à vue. Elle aura une garde à vue qui se passe assez mal. Cette journée-là, donc la première journée de garde à vue, le dimanche de Pentecôte, le 6 juin 76, on lui donnera pas du tout à manger. Le lendemain, je crois que on lui donnera à manger que le soir. Donc elle passera une journée complète sans manger. On lui dira, je crois qu'au bout de 2 jours de garde à vue, donc pratiquement au moment où elle va sortir, que son beau-père et sa belle-mère, enfin son futur beau-père et sa future belle-mère ont été assassinés, et le frère de son beau-père, la sœur de son beau-père et ses 2 fils. Et elle est aussi interrogée sans compassion, vraiment froidement, quoi. La police, quand ils ont Robert et Anita dans leurs locaux, ils sont certains d'avoir les assassins, ou en tout cas l'assassin en la personne de Robert. Pendant ce temps, la police procède aux premières constatations dans le cabanon. Ils vont constater qu'il n'y a pas de vol. En même temps, si l'assassin avait voulu commettre un vol, il serait probablement allé plutôt au domicile des Sigristes, mais pas dans ce cabanon tout petit, où d'ailleurs il ne dormait pas. Hein. Gênes et sa femme ne dormaient pas sur place. Ils rentraient tous les soirs à leur domicile de Bâle. Ils vont retrouver, en fait, ils vont constater 13 impacts de balles sur les victimes. Les femmes ont toutes été tuées, elles, d'une seule balle dans la tête. Et ils vont retrouver quelques douilles. Je ne sais pas exactement le nombre de douilles qu'ils vont retrouver, mais ils vont retrouver quelques douilles. Les policiers vont faire des fouilles autour du cabanon. On ne va pas trouver grand-chose autour de ce cabanon. Ils vont aussi procéder à un interrogatoire, enfin pas un interrogatoire, mais ils vont interroger les voisins, savoir si les gens ont entendu des bruits suspects ou autres la veille au soir, puisque le meurtre a probablement été perpétré le samedi en fin de journée. Des voisins vont dire avoir entendu des tirs vers 18h, mais finalement personne ne s'est inquiété puisqu'il y a un stand de tir pas très loin et que ces tirs auraient pu provenir du stand de tir. Le lendemain, donc, de l'arrestation et de Robert et de la découverte des corps, la police va faire des perquisitions au domicile de la famille Sigrist, des parents d'abord, ensuite du fils Sigrist, et dans l'appartement d'Anna Westhauser. Donc ça, c'est la sœur de Jeanne qui fait partie des victimes. Et là où également la police ne va avoir aucune compassion pour Robert. Il est vraiment, il se rend compte qu'il est le principal et l'unique suspect dans cette affaire. C'est très dur pour lui émotionnellement dans la maison de ses parents, parce qu'en fait il se rend compte qu'il ne les reverra plus jamais. Très vite, la police va imaginer un scénario. La police va imaginer que le tueur est venu sur place pour assassiner Eugène et sa femme, et qu'il aurait donc tiré une balle dans la tête de Elisa, et je crois 2 ou 3 balles dans la tête d'Eugène. Et il a ensuite tenté d'emballer les corps. On retrouve d'ailleurs le corps d'Elisa emballé sur la terrasse, emballé dans une couverture. Et là, la police va penser que l'assassin voulait emballer les corps pour les embarquer dans la voiture du couple. D'ailleurs, l'assassin part avec la voiture du couple, puisque la voiture sera retrouvée le lundi, sauf erreur, à Mutens, à quelques kilomètres du lieu du meurtre. L'assassin est probablement dérangé par la venue d'Anna et ses 2 fils, qui venaient donc à pied de leur domicile, pas très loin. Je crois que leur domicile est à Soleure, et ils venaient à pied parce qu'ils avaient une vingtaine de minutes pour venir jusque chez le couple Sigrist,
pour faire une partie de cartes, comme je l'ai déjà dit. Et l'assassin se retrouve probablement dérangé par ces 3 personnes qui arrivent, qui va tenir en joue très rapidement avec son fusil et avec son arme, on ne sait pas encore que c'est un fusil, va leur tirer dessus. L'un des fils, je crois que c'est Emmanuel, va tenter de prendre la fuite en contournant le cabanon pour pouvoir, je sais pas, alerter quelqu'un ou du moins prendre la fuite. Et l'assassin, lui, il a beaucoup de sang-froid, il va faire le tour de l'autre côté et il va le tuer. On retrouve une balle dans l'avant-bras d'Emmanuel, parce qu'il a tenté, Emmanuel ou Max, je sais pas lequel des deux arrive à s'enfuir, parce qu'apparemment il met sa main comme ça, son bras, pour tenter de se protéger, et la première balle traverse donc son avant-bras et se loge ensuite dans sa tête, et il va recevoir une deuxième balle qui sera mortelle. L'assassin va ensuite tirer tous les corps à l'intérieur du cabanon, c'est pourquoi on retrouve donc tous ces corps à l'intérieur du cabanon. Tout ça va mener à plusieurs questions, hein. La police va se poser plusieurs questions. Le tueur est-il venu à pied? Et on se dit que le tueur paraît expérimenté, puisqu'on ne retrouve que 13 douilles pour 5 victimes. Il fallait quand même faire preuve de sang-froid. Quand les 3 dernières personnes sont arrivées sur place, il les a tuées quand même. Apparemment, ça laisse penser avec du sang-froid. Il a pris le temps de remettre les corps à l'intérieur du cabanon. Je sais pas, probablement pour retarder leur découverte. Et une autre chose qui est étonnante, c'est que l'arme du crime n'est pas du tout une arme de pro. La police va très vite déterminer que c'est une arme de type Winchester, dont le canon aurait été scié, mais c'est pas du tout une arme de professionnel. Donc là, il y a un contraste. Donc comme j'ai dit, la voiture sera retrouvée, je crois, le dimanche en fin de journée à Newtons, et le lendemain, ce sont les perquisitions. Anita et Robert sont eux libérés le mardi, faute de preuves, hein. En fait, la police avait imaginé que Robert était en froid avec sa famille et que c'est pour ça qu'il avait assassiné toute sa famille. Cela dit, il démentira toujours s'être malentendu avec sa famille. Il s'entendait bien, d'ailleurs son père lui prêtait régulièrement sa voiture. Il n'y avait pas lieu d'assassiner sa famille. Ils sont donc relâchés le mardi, et le mercredi, la police fait une déclaration dans la presse disant que la piste familiale est totalement balayée, totalement écartée au profit d'une piste plutôt d'un rôdeur ou de quelqu'un qui serait venu là un peu par hasard et qui les aurait... Ouais, d'un rôdeur en fait. Cela dit, la police a fait cette déclaration probablement un peu vite, mais comme je l'ai déjà dit, la police n'est absolument pas préparée à ça. En plus, c'est une police un peu campagnarde. D'autant que les polices des cantons alentours ont proposé leur aide à la police de Zeven, mais je crois plutôt que c'est la police du canton de Soleure, mais celle-ci a décliné l'offre. Malheureusement, c'est dommage parce que ça aurait pu mener à la conclusion de cette enquête, mais ça je vais y revenir plus tard. Quelques semaines après avoir fait cette déclaration que la piste familiale était totalement écartée, c'est un cousin d'Eugène, ou plutôt un cousin de Robert, qui est arrêté. Il s'appelle lui Adolphe, mais surnommé Johnny. Lui, c'est un passionné de tir et de pêche, et d'ailleurs le jour du meurtre, il n'a pas d'alibi parce qu'il était en train de pêcher, mais il était seul toute la journée. C'est plutôt un solitaire ce Johnny, hein. Mais comme je l'ai dit, passionné de tir, il faisait aussi partie de clubs de tir. Et apparemment, un armurier il serait allé chez un armurier quelques semaines ou quelques mois avant le meurtre acheter des munitions, et il aurait posé la question si ces munitions étaient compatibles avec une arme de type Winchester. Cela dit, ça en fait pas un assassin. C'est assez étonnant parce que Jeanne ne connaissait pas du tout ce cousin, ils se connaissaient pas, ils s'étaient jamais tellement parlé avant le meurtre, avant les meurtres, mais après ça, ayant été tous les deux suspectés, ils se sont vus plusieurs fois. Robert, lui, s'est marié quelques temps après avec Anita, donc ils sont toujours restés ensemble malgré cette affaire, et en fait, ils ont tous les deux reçu ce cousin, et il dira que ce cousin ne parlait pratiquement jamais de l'affaire, et en tout cas n'a jamais parlé de sa garde à vue. Il n'a jamais dit ce qui s'était passé durant cette garde à vue. En tout cas, il a été écarté de la liste des suspects, et lui, il est mort d'une insuffisance rénale dans les années 80.
L'enquête continue, le cabanon va lui-même même être emmené à la police de Soleure, il va rester un temps au commissariat de Soleure, mais il va pourrir en fait, et je crois qu'au bout de 5 ans, il va même être carrément détruit. Tous les propriétaires d'armes de type Winchester vont être appelés à la police et pour pouvoir analyser leurs armes et leur alibi le jour du meurtre. Ça va être fait à large échelle, hein, même plus loin que la Suisse, proche des frontières, on va interroger des gens qui sont en possession d'armes Winchester. Pour la petite histoire, c'est 9000 personnes qui vont être interrogées, 3300 dossiers personnels qui vont être ouverts, 27 appartements, enfin en fait, 27 perquisitions vont être menées, 21 suspects vont être contrôlés, 7 arrestations vont être menées et 9 personnes vont être mises en détention provisoire. Donc il y a quand même une enquête qui est menée, hein, et qui est quand même... Enfin, j'entends, la police fait ce qu'elle peut pour tenter de trouver, de trouver l'assassin, le ou les assassins. Maintenant, au niveau des victimes, la police tente de s'intéresser un petit peu aux victimes. Donc, Eugène, lui, il bosse chez Ciba-Geigy, qui est une entreprise de pharmaceutique. Ils vont d'ailleurs imaginer que ça pourrait être le mobile du crime, quelque chose par rapport à son travail. D'autant qu'Eugène a appelé son travail la veille de son assassinat. Vers 7h du matin, il a eu au téléphone un interlocuteur qui s'appelait Claire. Et cet interlocuteur n'a jamais été retrouvé. Donc Claire, ça pourrait être une femme, le prénom Claire, mais également le nom de famille Claire. Mais on n'a jamais retrouvé cette personne. Ensuite, on sait que Eugène se baladait souvent, donc tous les week-ends, il allait donc à son cabanon de Seven avec sa femme, mais on sait qu'il passait de longues heures à se balader avec sa voiture, on ne sait pas s'il voyait quelqu'un, on ne sait pas trop. La police imagine aussi qu'il aurait pu avoir des maîtresses. Alors, j'ai eu de la peine à déterminer si effectivement Eugène avait des maîtresses ou non. En tout cas, sur cette période-là de sa vie, on n'a retrouvé personne. Mais son fils dit dans le livre, il faut savoir que le livre n'est qu'en allemand, donc j'ai traduit ça comme je pouvais, j'ai des restes d'allemand de l'école qui me restent, mais que si j'ai bien compris, peut-être qu'il avait au début de leur relation trompé sa femme, mais que voilà, c'était du passé en fait, c'était de l'ordre du passé. En tout cas, aucune maîtresse n'a été retrouvée. Dans son travail, ben, on n'a pas retrouvé non plus de problème, je sais pas, de collègues avec qui il avait des soucis. Au niveau d'Anna Westhauser, là par contre, on a retrouvé chez elle beaucoup de médailles, de bibelots du troisième, enfin à la gloire du Troisième Reich, et son mari qui est décédé depuis déjà plusieurs années au moment de son assassinat, donc l'assassinat d'Anna, était un Allemand musicien, je crois, du parti nazi. Donc il y avait quand même une certaine proximité avec le Troisième Reich. Mais là non plus, ils n'ont jamais vraiment retrouvé vraiment de preuves, en fait. Et puis, ça semble peu probable que ce soit Anna et ses fils qui étaient visés. La théorie de la police, apparemment, selon laquelle c'était soit Eugène et sa femme qui étaient visés, soit le meurtre d'un rôdeur, semble la plus probable. Euh, Après, il se passe pas grand-chose. Hein. Des années 70 aux années 90, il se passe pas grand-chose. Le Blick, qui est l'un des quotidiens suisses, ou les plus connus en Suisse allemande, reçoit en 1977 une lettre anonyme d'un homme qui dit qu'il a tué l'assassin Anne de Seven. Alors là, je n'ai pas retrouvé non plus si cette lettre a mené lieu à une arrestation ou si ça a été plus... Bon, probablement qu'une enquête a été menée, mais j'ai pas, je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est venu de cette piste. En 1978, un autre cousin est arrêté. Cette piste va également tomber à l'eau. En 1985, c'est un agriculteur qui est, je crois, dénoncé. Mais cette affaire, elle fait... Il y a beaucoup de gens qui ont été dénoncés dans cette affaire. Ouais, comme dans toutes ces affaires finalement où on fait appel aux témoins. Pour la petite histoire, une récompense de 5000 francs suisses a été offerte par la police pour retrouver les assassins. Le problème de cette récompense, c'est qu'elle est donc 5000 francs suisses en 1976.
La récompense aujourd'hui est toujours la même, donc voilà, c'est un peu problématique pour motiver les gens peut-être à dénoncer l'assassin si des gens avaient d'éventuelles informations. Mais cette affaire va rebondir dans les années 90, et là c'est le plus gros rebondissement de cette affaire, et c'est assez intéressant, puisqu'en 1996, des ouvriers sont en train de rénover une cuisine de chez une vieille dame est morte, qui est décédée depuis maintenant 2 ans, et la famille veut revendre cet appartement, et donc on descend cette cuisine, et derrière cette cuisine, vraiment derrière les murs de cette cuisine, ces ouvriers vont retrouver un sac avec une arme et des papiers d'identité et des lettres. Et donc ils vont appeler la police, et cette arme sera remise à la police. Après analyse, il sera avéré que cette arme de type Winchester à canon scié est l'arme qui a servi à perpétrer la tuerie de Zeven. Donc rebondissement, on se demande à qui appartient cette arme, on se demande si cette vieille dame qui est morte il y a 2 ans, qui s'est fait plus écrasée je crois par un bus, donc, qui est morte dans un accident, aurait pu perpétrer ce meurtre. Mais non, on arrive très très vite à la conclusion que c'était son fils qui a disparu. D'ailleurs, c'est ses papiers d'identité qu'on va retrouver dans le sac avec l'arme. C'est son fils qui s'appelle Karl Dozer, qui lui a disparu depuis 1977. Il avait été interrogé par la police parce qu'il était le propriétaire d'une arme de type Winchester, et au moment de l'interrogatoire, il avait dit que cette arme ne fonctionnait plus bien, du coup il l'avait vendue à un marché. Il faut savoir que la loi en Suisse sur les armes jusqu'à quelques temps était assez libre, donc on pouvait comme ça revendre une arme même sur petite annonce. Donc il avait revendu cette arme je crois pour 50 francs sur un marché. La police n'est pas allée plus loin, ok c'est bon, voilà. Dommage parce que à ce moment-là, ils avaient probablement dans leurs locaux l'assassin. De là, on se demande qui est ce Karl Dozer, où il est. Donc, comme je l'ai dit, il a disparu peu de temps après avoir été interrogé. C'est un gars assez solitaire, un gars qui a pas mal voyagé. Dans les années 70 en Suisse, c'est assez rare, enfin, c'est en tout cas pas courant d'avoir voyagé comme ça dans le monde. Il a visité l'Afrique, il a visité l'Afrique du Sud, les Zimbabwe. Il a travaillé sur des cargos qui étaient en partance depuis Gênes. Donc il a vraiment beaucoup voyagé, donc c'est pas courant. Il a voyagé dans toute l'Europe avec son vélo. Et donc c'est un gars assez solitaire, c'est un gars aussi passionné d'armes. Et petit détail intéressant, il a habité dans un quartier de Bâle, pas très loin d'où habitait Johnny, donc le premier cousin suspecté. Et la police n'a jamais pu faire de lien, puisque finalement en 96, Johnny était déjà décédé et Karl Dozer avait disparu. Ils n'ont jamais pu relier les deux, mais dans ce quartier de Bâle, il y avait un café où se réunissaient très souvent des amateurs d'armes, et il est très probable que ces deux hommes se soient croisés dans ce café. Donc, peu de temps après cette découverte, gros rebondissement, on pense enfin pouvoir peut-être mettre un terme à cette affaire. Un mandat international est émis pour rechercher Karl Dozer. On ne retrouvera jamais cet homme. Des personnes diront l'avoir vu au Canada, puis en Afrique, je crois. Des témoignages de Suisses qui, en voyage, au cours de voyage, pensent l'avoir vu, pensent avoir parlé à un homme qui parlait avec un dialecte bâlois, et cet homme leur aurait dit qu'il ne pouvait plus rentrer en Suisse parce qu'il était suspecté dans une affaire. Cela dit, je ne sais pas à quel point la police suisse a investigué, à quel point, en même temps c'est très vaste, hein, il a disparu depuis de nombreuses années, depuis presque plus de 20 ans. L'affaire est déjà prescrite au moment où on retrouve l'arme de Karl Dozer dans la cuisine de sa maman. D'ailleurs, Karl n'est pas venu à l'enterrement de sa maman, il est peut-être déjà mort, ce Karl Dozer. Il a peut-être fait sa vie dans un autre pays du monde. Enfin voilà. Voilà, je crois que la fiche d'Interpol de Karl Dozer n'a même pas été remise à jour. Je suis même pas sûre qu'il est de nouveau recherché. Une chose est certaine, c'est qu'Eugène, non pas Eugène, mais Robert, le fils du couple, a lui été suspecté toute sa vie, mais encore probablement aujourd'hui, certains policiers le suspectent. Il a été suivi par la police durant
très très longs mois. Il en a beaucoup souffert hein, d'avoir perdu ses parents dans un premier temps et dans un deuxième temps d'avoir été suspecté. Voilà, c'est tout pour cette affaire assez étrange. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Je voulais vraiment vous faire part de cette tuerie qui avait eu lieu en Suisse, que je connaissais pas du tout et que je vous ai présenté aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à entendre cette affaire. J'espère surtout vous retrouver tout bientôt pour un nouveau crime et disparition. Ma prochaine affaire, c'est une disparition. Je vais vous parler de la disparition d'Emanuela Orlandi, une jeune femme qui a disparu dans la cité Vatican. Cette affaire a rebondi tout dernièrement puisqu'on tente toujours de la retrouver. Voilà, merci de m'avoir suivi et à tout bientôt pour un nouveau crime et disparition.